Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 17 septembre 2018 et après une semaine de répit concernant la guerre commerciale, eh bien nous pourrions avoir un retour de la version progressive. En tout cas, c'était le cas en Asie cette nuit, le Japon qui était fermé, donc le Nikkei qui n'a pas coté, le cash qui n'a pas coté. Par contre, on a le Shanghai Composite qui a perdu près de 1%. Je vous rappelle que la Chine est dans un bear market depuis le début finalement de ce conflit commercial, au moins 25% pour ses actions chinoises. On n'a plus que les États-Unis qui progressent, notamment, alors on va dire que cette hausse peut se justifier largement par le nombre de rachats, en fait de rachats d'actions plutôt que d'investissements, voilà, qui sont les plus élevés depuis 10 ans. Pour la première fois depuis 10 ans, pardon, on a un nombre de rachats d'actions qui est supérieur que le nombre d'investissements dans les entreprises américaines, ce qu'on appelle le CAPEX et les buybacks. Donc en fait les buybacks, les rachats d'actions sont supérieurs au CAPEX, ce qui pose notamment un problème, ce qui veut dire que finalement déjà la montée elle est artificielle, puisqu'en fait c'est simplement l'offre qui diminue puisque les entreprises rachètent des actions et puis ensuite les met plus en circulation. Et d'un autre côté, ça démontre également un certain scepticisme dans l'économie, étant donné que les entreprises n'investissent plus autant qu'avant. Donc imaginez qu'une entreprise n'investit plus comme avant, eh bien ça peut être comment dire euh, interprété comme un manque de confiance de la part des entreprises pour le développement à court terme. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement gaz sur les risques. On a l'inflation européenne qui est attendue. Aujourd'hui, ça sera l'annonce du jour, l'IPC de l'Europe, enfin de la zone euro plutôt. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce disclaimer que je vais répéter. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors concernant la guerre commerciale, on a un haut responsable de l'administration américaine qui aurait indiqué à Reuters que Donald Trump devrait annoncer ce lundi de nouveaux tarifs douaniers de 10% et non pas 25% comme c'était initialement prévu. Mais bon, c'est quand même 10% sur environ 200 milliards de dollars d'importation chinoise. En réponse, le Wall Street Journal a indiqué que la Chine pourrait refuser de revenir à la table des négociations plus tard ce mois-ci et considère une restriction des ventes de matériaux, d'équipements et d'autres pièces clés à l'industrie manufacturière américaine. Parce que oui, l'industrie manufacturière américaine est plutôt dépendante de celle de la Chine. Tout ce qui est ressources de base, tout ce qui va être composants de base, eh bien, vont être importés depuis la Chine et finalement aux États-Unis, c'est surtout, en tout cas pour l'industrie manufacturière, c'est beaucoup finalement d'assemblage qui est réalisé. Donc voilà, la Chine, si demain décide d'arrêter ses exportations, de stopper les exportations de ces composants et matériaux de base vers les États-Unis, eh bien, ça pourrait poser un gros point d'interrogation finalement à l'industrie manufacturière américaine. Concernant la macro US, donc toujours une économie plutôt solide, les chiffres préliminaires de la confiance des ménages aux États-Unis en août ont fortement augmenté, donc c'est l'indice de Michigan qui est revenu à un plus haut de près de 14 ans. Alors cet indice de confiance de Michigan, il est important puisque faut savoir que l'économie américaine est réalisée à deux tiers de l'économie américaine est réalisée par la consommation des ménages. Donc en fait, il y a une forte part de la consommation des dépenses des ménages qui composent le PIB. Donc si on a des ménages qui sont confiants, eh bien on a une hausse de la consommation. Il y a toujours une corrélation entre confiance des consommateurs et dépenses des ménages. Donc voilà, si on a une bonne confiance, on a une hausse de la consommation, on a une inflation qui accélère et voilà, tout simplement. Donc voilà, cet indice de confiance de Michigan qui est revenu à un plus haut de 14 ans. Si on va dans les détails, c'est surtout grâce à la hausse des salaires. La hausse des salaires grâce à un marché de l'emploi extrêmement bon aux États-Unis. Donc voilà, ça suggère une augmentation, une accélération de l'inflation. Maintenant, voilà, prendre avec des précautions, c'est un indicateur avancé, mais ça ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on a un indice de confiance de Michigan qu'on va forcément avoir une accélération de l'inflation.
Concernant le Brexit, alors on a le maire de Londres, Sadiq Khan, qui est du Parti travailliste, donc en fait le principal parti opposant de Theresa May, le Parti des conservateurs, a appelé à un nouveau référendum sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'UE, affirmant que la gestion des négociations sur le Brexit par la première ministre, était dans la confusion et l'impasse. Voilà, donc j'ai noté ça, ça n'a pas eu d'impact sur la livre sterling. D'ailleurs, la livre sterling est en hausse ce matin, mais voilà, c'est quand même à noter. Il faut savoir que mercredi, on a les dirigeants des 27 qui se réuniront en Autriche pour un sommet pendant lequel les dirigeants vont s'exprimer sur le Brexit. Au niveau de ce qui s'est passé vendredi et ce qui se passe ce matin, alors on a le DXY qui a fortement progressé vendredi. Un, parce qu'on a eu très bons chiffres américains, et deux, parce qu'on a eu la guerre, enfin, ces nouveaux titres concernant la guerre commerciale. Et comme vous savez, qui dit guerre commerciale dit hausse du dollar US. Donc DXY qui a pris 0,42%. Mais c'est surtout l'indice de confiance de Michigan qui a fortement justifié cette hausse. Si vous regardez le cours du DXY en horaire, lorsqu'on a eu la publication de l'indice de confiance de Michigan, on a eu la hausse du dollar. Concernant donc les marchés actions américains, le S&P qui a clôturé globalement en équilibre, le Nasdaq qui a perdu 0,21%, le S&P Mid Cap qui a pris 0,35, le Russell 2000 0,45. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a le Nasdaq, vous voyez, finalement les techs ont clôturé dans le rouge, c'est les seuls à avoir clôturé dans le rouge. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on a Apple qui semblerait être particulièrement exposé à ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. On a Apple qui a fortement décroché vendredi à la suite de ces tarifs douaniers annoncés par les différents médias Reuters et Bloomberg de 200 milliards de dollars d'importation chinoise. Donc voilà, on a quand même Apple qui pourrait être particulièrement impacté par cette guerre commerciale. Et comme vous savez, Apple, c'est la plus grosse capitalisation boursière, entreprise publique, pardon, avec la plus grosse capitalisation boursière. Et je dirais pas que c'est un indicateur, c'est un indicateur leader de la bourse, mais voilà, Apple a une part tellement importante, même dans le S&P 500, que quand Apple décroche, eh bien le S&P 500 ou encore pire le Nasdaq, eh bien sont particulièrement sous pression. D'ailleurs, on le voit, regardez, S&P Nasdaq sous-performe, le S&P Mid Cap 100 et le Russell 2000. Vous voyez, donc on a ces valeurs tech qui produisent énormément en Chine, que ce soit Apple, mais on a également Nvidia par exemple, qui a une capitalisation boursière particulièrement importante, eh bien sont semblent de plus en plus exposés à ces tensions commerciales. Et donc ce matin, on a le rendement du T-Note américain qui se stabilise de 95%, qui a perdu 2 points de base depuis vendredi. Le Yen Index qui est à l'équilibre. On a le Gold qui est en baisse, sous pression à cause de la hausse du dollar. Le Nikkei, comme je vous l'ai dit, qui est fermé. Et le Shanghai Composite qui perd près d'1%. Et concernant le calendrier macroéconomique, donc le focus du jour, c'est à 11h avec l'IPC Core final du mois d'août attendu à 1% et l'IPC global, enfin l'IPC qui réunit toutes les composantes de l'inflation, qui est attendu à 2%, donc en revue à la baisse par rapport à la première prévision. Voilà, bonjour à vous Didier, bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. François, que je sais également, Franck de même. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Comment peut-on savoir le poids d'une action US en pourcentage comme Apple dans les indices US? En France, c'est facile de calculer le poids d'une action dans le CAC 40, mais pour les US, alors c'est le même calcul, c'est-à-dire la capitalisation boursière d'Apple divisée par la capitalisation boursière totale de l'indice. Sinon, vous avez des sites, vous avez tout simplement des sites, donc vous allez sur le site officiel, par exemple, si vous voulez savoir la pondération d'Apple dans, dans le Nasdaq 100, eh bien, vous allez tout simplement mettre Apple voilà. Et donc, vous allez tac tac. Alors là, je suis sur un navigateur français. Donc, on va aller sur le site du Nasdaq. Voilà. Ensuite, vous mettez le ticker. Alors,
Ou alors non, faut aller direct, je pense, dans l'indice. Et ensuite, on aura la liste des composantes. Voilà, Apple. Alors, c'est étrange parce que normalement c'est là-dedans, donc je vais remettre Nasdaq sans pondération. Voilà, component weight. Et donc voilà, dans le Nasdaq 100, Apple 12,63%. 12,63%, donc ça je ne sais pas si c'est actualisé en temps réel, data du 14 septembre. Voilà, de toute façon ça change pas beaucoup, même si vous avez un mois avant, c'est pas ça qui va changer vraiment la donne. Donc vous voyez, Apple, presque 13% finalement du Nasdaq 100. Donc si Apple est baissier, il y a de fortes chances que le Nasdaq soit en baisse. Donc je vais vous envoyer ce lien, comme ça vous l'avez. Je ne sais pas s'il y a tous les indices là-dedans, mais voilà. Cherchez, de toute façon, vous mettez les mots-clés en anglais. Donc market component, component weight, l'action et l'indice. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous faire voir, c'est deux indices. Ici, on a le Nasdaq Composite. Nasdaq Composite, je vous rappelle, c'est 3000 actions américaines à peu près. C'est l'indice le plus large américain. On a le NYSE, on a le Nasdaq Composite. D'ailleurs, le NYSE qu'on va superposer. NYSE Composite. NYSE Composite, c'est 1700 actions. Et donc, on voit bien que voilà, sur un an, c'est quoi? C'est le Nasdaq Composite qui surperforme le NYSE. Le NYSE, il y a moins d'entreprises technologiques dans le NYSE. Nasdaq Composite, il y a beaucoup plus d'indices de valeur tech. Et on le voit d'ailleurs très bien que c'est les techs qui surperforment depuis un an, depuis 5 ans, voilà, depuis très longtemps. Regardez le Nasdaq Composite. Nasdaq Composite qui prend, alors là, il y a beaucoup d'indicateurs, mais c'est dans les 110%, alors que le NYSE, finalement, sur 5 ans, on prend que 33. Donc c'est vraiment les techs qui tirent ces indices américains vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous faire voir. On regarde nos indices rapidement. Le yen, on va faire une analyse technique puisqu'on est en début de semaine. On va regarder un petit peu qu'attendre de la semaine techniquement. Donc on a ce yen qui est toujours dans son range, donc en bas du range, plutôt une perspective haussière. À noter qu'on a des creux de plus en plus haut, donc on a une pression acheteuse de plus en plus importante. Dans un range, les creux et les sommets, les directions des creux et des sommets peuvent donner des indications. Si on a des sommets horizontaux, mais par contre des creux qui sont de plus en plus hauts, c'est ce qu'on appelle un triangle ascendant, et ça veut dire qu'on a une pression finalement acheteuse de plus en plus importante. Et là, on voit bien que finalement les sommets se situent par ici. Vous voyez, bon là le sommet d'ici est plus bas que celui de août, mais bon, on a globalement des sommets qui varient vers cette zone de prix, alors que les creux depuis finalement le mois de juillet, eh bien, sont de plus en plus hauts. Vous voyez, donc voilà, on a en tout cas une pression acheteuse de plus en plus importante sur le yen. Il manque plus que le breakout finalement au-dessus de ce range et on aurait le signal haussier. Voilà, donc à court terme, moi le yen, vous voyez là, il est sur support. Bon, l'idéal, ça serait qu'il retourne proche de sa moyenne mobile à 200 jours, mais les stratégies acheteuses sur le yen me semblent beaucoup plus intéressantes et voilà, convaincantes que les stratégies vendeuses. Le NZD, vous voyez, est à l'équilibre. On n'a pas forcément de baisse du NZD malgré ces regains de tension commerciale. Voilà, faut savoir qu'il est survendu ce NZD, donc il n'a pas eu le temps de respirer. Si on avait eu un optimisme et un rebond du NZD, eh bien on aurait probablement eu une baisse ce matin, mais ce n'est pas le cas. Donc puisqu'il est survendu, on a forcément beaucoup moins de chances d'avoir une poursuite de la baisse. Au niveau de l'AUD, vous voyez que vendredi, il s'est replié cet AUD en fin de journée. On avait une hausse et finalement clôture au plus bas de la séance. Vous voyez, au plus bas du chandelier. Donc ça, c'est un signal baissier. C'est-à-dire que finalement, la psychologie des investisseurs s'est complètement inversée dans la séance. Positif puis négatif.
Ça, c'est un signal bearish pour l'AUD. D'ailleurs, vous savez que l'AUD et le NZD sont pour moi deux devises que j'apprécie, on va dire avant, enfin concrètement, qui sous-performent le Forex depuis le début de l'année. Depuis le début des tensions commerciales, c'est deux devises qui sous-performent. À l'inverse, l'euro, on voit qu'il est revenu à ses plus hauts du mois de juillet la semaine dernière. On n'a pas forcément eu le breakout que j'attendais. Vous voyez ici, on a eu, oui, un petit breakout, mais de quelques pips par rapport au plus haut du mois de juillet. Donc voilà, c'est pas très convaincant non plus. On a toutefois un momentum aussi avec des creux toujours de plus en plus haut depuis le début de l'été. Le GBP, par contre, on a des signaux aussi particulièrement intéressants. Bien qu'il n'a pas réussi à dépasser sa moyenne mobile à 200 séances la semaine dernière, vous voyez qu'il a dépassé son nuage, il a dépassé cette oblique. Donc voilà, on a déjà des signaux aussi assez intéressants. Et c'est dans cette tendance que je souhaite personnellement me positionner. Donc GBPUD, GBPNZD donc, sont des paires qui m'intéressent pour acheter la livre et à l'inverse vendre l'AUD et le NZD. Pour ce qui est du franc suisse, alors on a la BNS jeudi, BNS qui pourrait être particulièrement dovish jeudi puisqu'on a eu une forte appréciation du franc suisse. Donc qui dit forte appréciation du franc suisse dit BNS plutôt dovish. Donc moi je m'attends plutôt à une réaction baissière en fin de semaine sur le franc et en attendant, eh bien ça devrait, ce franc devrait évoluer selon l'évolution de la situation en Italie. D'ailleurs si vous regardez ce franc index et on va le comparer avec on va mettre un indicateur coefficient de corrélation avec le spread Italie-Allemagne. Et on va se mettre sur du 20 périodes. Ouais, sur du 20 périodes, c'est du 60% de corrélation. 60% de corrélation. Ce qui veut dire que dès qu'on a une hausse de ce spread Italie-Allemagne, on a tendance à avoir un franc qui va se comment dire qui vient s'apprécier. Et c'est encore pire, j'ai envie de dire, sur l'euro. Euro CHF, moins 52%. Donc finalement, la corrélation est moindre que sur le franc suisse index. Donc voilà, assez étrange. Regardons sur l'USD CHF. Non, GBP CHF. Non, bon, l'euro CHF, on voit que c'est la paire qui a une corrélation la plus importante avec ce spread. Par contre, le franc suisse index a une pondération encore plus importante. Donc, ça veut bien dire que le franc, à court terme, s'apprécie selon la situation en Italie. Je reviens sur le franc suisse index. On le sait sur les indices européens. Le facteur qui influence plus les marchés européens, c'est les marchés émergents, on l'avait vu. La corrélation à court terme entre le stock 600 et le MSCI Emerging Market est plus importante que le stock 600 et ce fameux spread. Donc on va faire la même chose. On va regarder ce que la part, le poids, l'influence des marchés émergents sur le franc. Et on va mettre le MSCI Emerging Market à 20 périodes. Moins 69. Ah, donc là aussi, vous voyez que les MSCI Emerging Market a également une influence encore plus importante que la situation en Italie sur le franc. Donc, dès qu'on a une baisse du MSCI Emerging Market, on a une hausse du franc suisse. Voilà, donc le franc suisse qui s'apprécie dans ce contexte de tension commerciale et deuxième facteur le plus important, c'est la situation en Italie. Voilà, donc BNS, personnellement, j'envisage plutôt dovish. Puisqu'on a eu une forte, vous voyez, la dernier meeting de la BNS était en juin, et depuis le mois de juin, le franc suisse index qui s'apprécie de 5%, l'euro CHF depuis juin l'année dernière, donc on va voir précisément c'était quand, calendrier des banques centrales. BNS c'était le 21 juin, vous voyez, 21 juin. C'était par ici. Et donc, l'euro CHF qui a perdu plus de 2%. Bon, c'est pas énorme. Mais bon, on voit le CHF Index quand même qui a perdu près de 5. Donc là, par contre, c'est assez conséquent. Enfin, qui a gagné 5%, pardon. Donc c'est assez conséquent et la BNS ne souhaite pas voir un franc qui s'apprécie puisque ça va faire pression sur ça va ralentir l'inflation. Or, l'inflation est déjà extrêmement faible en Suisse. Donc voilà.
Alors, Loïc qui demande peut-on avoir les formules des diverses devises index? Alors oui, je vais vous en envoyer une et ensuite vous avez simplement à modifier ces formules. Donc là, par exemple, pour l'euro index, vous voyez, c'est euro dollar plus euro GBP. En fait, toutes les euros, enfin, c'est l'euro plus tous les devises majeures. Euh, Pourquoi on divise par 100 face au yen? Parce que vous savez que les paires en yen, il n'y a que 2 décimales. Or, toutes les autres paires, mineures ou majeures, c'est 4 décimales. Donc, on vient rajouter 2 autres décimales en divisant par 100 l'euro-yen. Et ensuite, on divise par 7. 7 parce qu'il y a 7 paires dans cette formule. Pour le yen, à titre de comparaison, je vous l'envoie. Voilà, le yen, c'est cette formule. Et pour le GBP, c'est cette formule. Donc voilà, je vous en envoie 3. Et ensuite, honnêtement, vous avez juste à, comment dire, à changer finalement la première devise de chaque paire. Par exemple, pour l'USD Index, vous allez faire USD Euro plus USD GBP plus USD CAD, etc., etc. Est-ce que la réaction de Orban Hongrie prévue dans la journée contre la procédure que le Parlement européen a déclenchée vendredi pourrait avoir un impact sur les indices européens et le Bund? Très bonne question. Alors, je ne sais pas si on a le 10 ans hongrois sur la plateforme TradingView. 10 years euh, bond yield TradingView. Alors, je ne sais pas du tout si on a 10 ans, donc ça va être compliqué de voir le spread finalement euh, entre l'Allemagne et l'Hongrie. Alors je pense qu'à court terme, il n'y a pas vraiment de risque sur les indices européens de la situation en Hongrie parce qu'elle n'est pas forcément très inquiétante. En tout cas, il y a des choses beaucoup plus importantes actuellement. D'ailleurs, on le voit, même ce spread finalement Italie-Allemagne, l'Italie qui a un risque beaucoup plus important puisque c'est le troisième PIB de la zone euro, c'est le quatrième de l'Union européenne. La Hongrie, à côté, c'est un tout petit pays, hein, ça n'a pas du tout le même poids que l'Italie. Et on le voit que finalement, ce spread Italie-Allemagne a moins d'impact que le MSCI Emerging Market sur la zone euro. Donc finalement, le spread, enfin, là on peut pas le voir, mais finalement, même si ce spread entre le 10 ans hongrois et le 10 ans Allemagne s'écarte, ce qui serait synonyme d'incertitude, c'est pas ça qui va driver les marchés. Donc voilà, même s'il y a des incertitudes, je pense qu'actuellement, la situation, la guerre commerciale, c'est pas que je pense, c'est que c'est prouvé, on regarde le stock 600, eh bien, a beaucoup plus d'impact que la situation en Italie. Et à mon avis, la situation en Italie a beaucoup plus d'impact que la situation en Hongrie. Donc, voilà, c'est sûr que les divergences, les différents conflits qu'il y a entre l'Europe et la Hongrie n'est pas un facteur de soutien. Maintenant, de là à dire que ça va faire pression sur le marché européen, je ne pense pas, puisque le marché est focalisé sur des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Alors, je passe dans le concret avec l'étude enfin l'analyse technique des paires majeures. Alors, l'euro qui a des chances d'être sous pression en début de semaine en raison des regains de tension commerciale, hein, qui dit tension commerciale dit hausse du dollar et donc dit baisse, hein, des paires majeures. L'euro d'ailleurs on le voit qui est revenu à 1,16, hein, en bas de sa fourchette de vendredi. D'ailleurs vous voyez il s'est bien retourné, hein, cet euro. Comme vous le savez, moi le pivot mensuel c'est un niveau de prix qui m'intéresse. Tant que les 1,15 ne sont pas dépassés, encore une fois l'euro est intéressant à payer. Et plus que les 1,15, c'est cet USD index, hein, qui est le plus important finalement pour les paires majeures. Tant que ce dollar index est sous cette oblique baissière en rouge, vous voyez, qui vient chercher tous les plus hauts depuis fin 2015, début 2016, eh bien je suis baissier sur le dollar. Je suis baissier sur le dollar, donc qui dit baisse du dollar dit hausse de l'euro, forcément, dit hausse de la livre sterling et dit hausse du yen. Voilà, donc moi je suis haussier sur ces trois devises. Le CAD aussi qui a une part importante dans le dollar, dans le DXY. Donc voilà, ces quatre devises, CAD, Yen,
euro et JBP, eh bien je suis haussier face au dollar tant que ce dollar index est sous cette oblique en rouge. Donc voilà, finalement tous les pullbacks de l'euro-dollar, du GBP USD, tous les rebonds de l'USD Yen ou du USD CAD sont pour moi des opportunités pour me positionner finalement à la vente sur le dollar US face à ces devises. Donc l'euro-dollar, là il est à 1,1634. Alors on va regarder le pivot hebdomadaire, pivot mensuel, voilà, pivot hebdo. On est sur le pivot hebdo. Le R1, vous voyez, qui correspond au pivot mensuel. Le R1, pardon, le S1 qui est vers cette zone. Donc, si on a un retour pivot mensuel, ça serait un prix intéressant pour passer à l'achat. C'est un stop psychologique. C'est le S1 hebdo, c'est le pivot mensuel. Voilà, donc cette zone, encore une fois, me semble particulièrement attractive pour passer à l'achat. C'est d'ailleurs la zone que j'indique depuis 2 semaines. Hein. Donc voilà. Et l'objectif à court terme, c'est les 1,1733, le R1 mensuel, les 1,1852. Voilà, donc là, le pivot hebdo, tout va dépendre ce matin de l'IPC de la zone euro. Si on a un chiffre qui est supérieur aux attentes, eh bien l'euro va vraiment bondir. Et donc à contraire, on va avoir un euro qui va être sous pression et qui va enfoncer ce pivot hebdomadaire. Donc tout va dépendre de l'IPC en intraday. Tout va dépendre de l'IPC. En tout cas, d'un point de vue technique, encore une fois, le pivot mensuel, c'est le niveau de prix à payer en swing trading tant que ce dollar index est sous résistance. JBP USD, même topo. Quoique le GBP devrait surperformer l'euro, je pense, lors des prochaines séances, puisqu'il a été particulièrement sous pression les semaines précédentes avec finalement la probabilité d'un Brexit qui se renforçait. Voilà, là on voit on avait un récent sommet à 1,30 et quelques qui a été dépassé la semaine dernière et qui pourrait faire office de support et même d'un bon prix de support puisqu'il coïncide avec le pivot hebdomadaire. Donc, qui dit retour à 1,3043 dit zone de prix intéressante pour passer à l'achat. D'ailleurs, cette zone de prix qui me semble personnellement intéressante entre les 1,30 et les 1,3050 pour viser le R1 mensuel qui correspond également à cette moyenne mobile à 20 jours, à 100 jours. Puis beaucoup plus haut si on a le breakout, les 1,3363, puis pourquoi pas les 1,35. Voilà, et en 4 heures, on peut voir qu'on a eu une belle baisse un vendredi dans l'après-midi, avec l'indice de confiance de Michigan qui est sorti très très bon. Et voilà, de toute façon, on a nos différentes stratégies acheteuses. Rappelez-vous, lundi 10 septembre, donc la semaine dernière, finalement, achat 1,2935. L'objectif, c'était 1,3043 à court terme pour la semaine. Ça avait été atteint grâce à l'annonce de Michel Barnier qu'un accord sur le Brexit pouvait être conclu d'ici 6 à 8 semaines, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc finalement, ça avait été atteint en à peine une journée, ce qui était de la chance concrètement. Ça dépendait, c'était vraiment grâce à ce titre. Mais même outre ce titre, on voit qu'on a une hausse tout au long de la semaine. On a eu une hausse tout au long de la semaine. Donc voilà, même si on n'avait pas eu ce titre confortable qui rassurait les marchés sur le Brexit, eh bien on aurait très probablement eu notre objectif qui aurait été atteint. Donc voilà, haussier sur la livre sterling, tant que ce dollar index, encore une fois, est sous son oblique baissière. USD Yen, 111,94, comme j'ai dit la semaine dernière, tout retour au-dessus de 111,75 me semble être un très bon niveau de prix pour passer à la vente. Vous voyez, cette zone de prix qui a été dépassée jeudi dernier, là je pense qu'on est sur un niveau de prix très intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a le dollar sous résistance, mais surtout parce qu'on a le yen qui s'apprécie dans ce contexte de tension commerciale, ou alors qui s'apprécie en raison de la spéculation des investisseurs sur davantage de tapering de la part de la BOJ. Voilà, donc pour moi, le yen n'a qu'une perspective, que ce soit court, moyen ou long terme, c'est haussière. Bien que la politique monétaire de la BOJ soit ultra accommodante, finalement, les perspectives des investisseurs, c'est pas davantage d'accommodation de la part de la politique monétaire de la BOJ. C'est plutôt un resserrement, une perspective de durcissement de la politique monétaire. Et c'est ces perspectives qui importent, c'est pas la situation actuelle. La situation actuelle, ça a déjà été intégré dans les prix.
Donc voilà. Le yen, je suis bullish sur le yen. Et voilà, finalement, au niveau de prix actuel, avec un stop au-dessus du récent sommet, ouais, au-dessus du R1 mensuel, on a un ratio risque-rendement très intéressant. Vous voyez, à peu près 30 pips de risque. Si on vient viser simplement les 110, on a 192. Donc vous faites le calcul, 30, 192, 30, 192, ça fait deux têtes, un ratio risque-rendement supérieur à de 6. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà pour l'USD Yen. Donc on peut même l'affirmer. Voilà, je vais me mettre en horaire. Prix actuel et on va viser les 110. Pardon, là on est à 111. C'est à 111, hein, c'est vraiment 111, ça va être l'objectif de la semaine. Je pense pas que 110 va être atteint cette semaine, mais voilà, tout reste possible. Ça va dépendre beaucoup hein, des titres concernant la guerre commerciale. Mais voilà, la perspective, c'est qu'on a cherché les 110 lors des prochaines semaines. Et voilà, donc je suis baissier hein, sur l'USD Yen. L'USD CAD, c'est pareil. Tout rebond de l'USD CAD me semble être une opportunité pour passer à l'avant. Donc le prix actuel, pour moi, n'est pas très intéressant. Le R1 l'est. Le R1 mensuel, hein, qui correspond, même qui coïncide avec le R1 hebdomadaire, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, l'USD CAD, pas de stratégie vendeuse au niveau de prix actuel. Mais si on a davantage de hausse, pourquoi pas? La question pourrait se poser. Voilà, outre ces quatre paires, on a le GBP-AUD, comme je vous l'ai dit, et le GBP-NZD, qui sont des paires qui m'intéressent de plus en plus grâce au breakout de la livre sterling. Le GBP-AUD, c'est direction le sommet de l'année, qui est à 1,85. D'un point de vue ratio risque-rendement, je vois pas quelque chose qui est très intéressant. Vous savez que moi, je m'intéresse qu'au ratio risque-rendement de 2. Et là, si on met un stop sous le plus bas, c'est 65 pips de risque pour 231. Ça fait un ratio risque-rendement inférieur à 2. Donc, GBP-AUD, ça ne m'intéresse pas, à part en cas de pullback. Si on a une baisse du GBP-AUD, ça permettrait de réduire notre stop, augmenter notre take profit. Et là, dans ce cas-là, pourquoi pas passer à l'achat. GBP-NZD, on a dépassé les plus hauts annuels. On est même sous les deux, sub-psychologique des deux. La perspective, elle est haussière sur du moyen long terme. Hein. Déjà parce que la livre sterling me semble, le risque de hard Brexit sur la livre sterling me semble surévalué. Donc on a finalement une perspective haussière sur la livre. Et bon, la UD, le NZD, pas besoin de le répéter, mais avec ces tensions commerciales, on a forcément une pression sur ces deux devises. Donc voilà, la perspective, c'est haussière hein, sur ce GBP AUD et GBP NZD. Et le GBP NZD pourrait revenir à 50% de retracement de cette tendance. Hein. Donc finalement vers les 2,08. Peut-être que l'euro UD et l'euro NZD sont plus intéressants. Voilà, euro UD, on a cette fameuse consolidation à 1,6250. Si on a un repli, eh bien, ça serait une opportunité pour passer à l'achat. Alors, plus la tendance, plus le momentum aussi est important, et moins le retracement est laid, tout simplement. Si on a un puissant momentum haussier, le retracement est généralement de 38%. Si on a une tendance haussière assez soft, le retracement est de 50, voire plus. Donc là, vous voyez, si on a un retracement de 38%, ça serait une opportunité pour passer à l'achat. N'attendons pas un retracement de 50, même si c'est possible. Voilà, plus le momentum est important, moins le retracement le sera. Donc voilà, si on a une petite correction de l'ordre de 38%, c'est-à-dire un retour vers les 1,60 hein, à peu près, eh bien pourquoi pas rentrer à la vente sur l'euro AUD. Pareil pour l'euro NZD. L'euro NZD, bon, les objectifs qui ont été atteints, hein, mais voilà, ceux qui ne sont pas rentrés, eh bien pareil, retracement 38, c'est un retour à 1,76. Si on a un retour à 1,76, pourquoi pas passer à l'achat. Alors, il ne faudra pas immédiatement payer les 1,76, mais il faudra s'intéresser aux signaux haussiers vers ce niveau de support. L'USD-CNH, qui est un indicateur leader hein, finalement de ces tensions commerciales. Vous voyez, depuis le début des tensions commerciales, on a l'USD-CNH qui est haussier. Tant que cette USD-CNH est haussier, ça veut dire que le marché est inquiet concernant les relations
commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est finalement le baromètre des marchés émergents et c'est le baromètre finalement de l'aversion au risque. Dès qu'on a de l'aversion au risque, USD-CNH aussi. Alors l'aversion au risque, évidemment dans ce contexte de tension commerciale. Et d'ailleurs cette USD-CNH, regardez un petit peu. Alors USD-CNH. Encore une fois, on va mettre coefficient de corrélation donc avec Gold cette fois-ci, contrat à terme, et on va mettre avec l'euro-dollar. Mince. Indicateur, coefficient de corrélation, euro-USD. Voilà, donc on est sur la corrélation de long terme, 200 périodes. Donc vous voyez que la corrélation est extrêmement négative entre l'USD-CNH et le Gold, moins 0,95%. D'ailleurs, attendez, on va faire quelque chose encore mieux. On va mettre le Gold ici et on va voir quel est l'indicateur le plus influent. Est-ce que c'est l'USD-CNH ou l'euro-dollar? Parce qu'on sait que l'euro-dollar influence énormément le DXY et le DXY à son tour influence énormément le Gold. Et historiquement, on a une corrélation de plus de 90% entre l'euro-dollar et le Gold. C'est pour ça qu'on ne peut pas être haussier sur l'euro-dollar et baissier sur le Gold. Donc là, on a corrélation Gold euro-dollar et Gold USD-CNH. Et vous voyez que la corrélation à long terme est plus importante entre le Gold et le Yuan que le Gold et l'euro-dollar. Vous voyez que la corrélation est négative entre l'USD-CNH, c'est-à-dire que tant que cet USD-CNH est haussier, eh bien le Gold devrait être sous pression. Et pareil, on a un indicateur qui peut confirmer cette règle, c'est que tant que l'euro-dollar est haussier, vous voyez 87% de corrélation, eh bien le Gold devrait être sous pression. Pardon, corrélation positive. Donc tant que, si l'euro-dollar est haussier, le Gold devrait être haussier également. Par contre, on voit que le Gold et l'USD-CNH réagissent de façon opposée. Donc si on a l'USD-CNH qui est haussier, on a une pression sur le Gold, et si on a un euro qui est baissier, on a une pression également sur le Gold. Donc on a deux baromètres pour le Gold, l'euro-dollar et l'USD-CNH. Voilà, donc qui dit hausse de l'USD-CNH dit pression sur le cours de l'or. Et pour le moment, on voit que eh bien l'USD-CNH est haussier. Bon, on a une petite période de temporisation depuis le début d'août, puisqu'on est proche des sommets à 7 yuan pour le dollar, pour un dollar. On n'y est pas encore, mais on y est proche. Donc finalement, la perspective à court terme, à long terme de l'USD-CNH est, on va dire, neutre, puisqu'on est proche d'une résistance majeure. Par contre, si l'USD-CNH est amené à dépasser ce niveau-là, le gold va s'enfoncer de façon très importante. Voilà. Donc, le baromètre de l'or, c'est l'euro-dollar et l'USD-CNH. L'or qui est sous pression. Moi, encore une fois, comme vous le savez, l'or, l'euro-dollar, j'ai la même opinion puisqu'ils sont corrélés positivement. Si je suis haussier sur l'euro, je suis donc haussier sur l'or. Il y a que les niveaux de prix finalement qui changent. Mais donc l'euro-dollar, les 1,15, 1,1550, vous savez que c'est un niveau de prix qui m'intéresse. Pour moi, le gold, c'est 1195, 1190. 1195, en fait, le prix actuel me semble être un bon niveau de prix pour viser les 1214. Alors, c'était l'objectif de la semaine dernière, ça n'a pas été atteint de quelques points près, vous voyez. On avait cet objectif ici, enfin ce scénario haussier, et finalement ça n'a pas été atteint, dommage. Mais bon, je réitère ce scénario, encore une fois, 1215, là, je pense que le prix sur un niveau de support à court terme assez intéressant. Ouais, cette zone de prix là, bon, qui semble assez large, mais voilà. Ici, on est sur un niveau de support. Si on a le breakout de ce niveau-là, on vient chercher le plus bas de août, c'est-à-dire à 1172. Donc tant que ce niveau de support tient, on va dire que l'achat se justifie pour viser les 1200. Alors on va réduire ce scénario puisque vous voyez qu'on a eu une pression vendeuse à 1212 $ jeudi. Donc finalement, l'objectif de la semaine, ça ne va pas être 1214, mais le plus haut la semaine dernière, c'est-à-dire à 1212. Voilà, 1212 objectif pour cette semaine. Et pour ceux qui veulent garder sur du long terme, eh bien, honnêtement, ma perspective, elle est haussière jusqu'à 1214, 1236, voire plus haut. Encore une fois, tant que ce dollar index, le dollar index qui est
ici, eh bien, est sous résistance. Voilà, donc gold haussier, euro haussier, JBP USD haussier, USD yen, USD CAD baissier pour la semaine et pour du moyen terme. Au niveau des cours de pétrole, alors de résistance pour le brut, c'est 70 $. Tant que le brut ne dépasse pas ce niveau de prix, eh bien c'est vente jusqu'à la moyenne mobile à 200 séances. Pareil pour le Brent, tant que le Brent n'a pas dépassé les 80 $, c'est vente jusqu'à la moyenne mobile à 200 séances, qui semble assez loin, mais voilà, qui semble un objectif assez intéressant d'un point de vue ratio risque-rendement, avec un premier objectif au pivot mensuel. Vous voyez, 80 $, stop sous le récent sommet, au-dessus du récent sommet. Donc vous voyez ici, donc environ 98 pips de risque pour 400 pips potentiel gain pour pivot et 700, 800, vous voyez, on va dire même 700, allez, si la moyenne mobile revient ici, d'ici là, même 700, on a un ratio de rendement de 7. Donc voilà, avec cette résistance, tant qu'elle n'est pas dépassée, eh bien tout retour proche des 80 $ me semble être une opportunité pour vendre les cours de pétrole. Le ratio risque-rendement est honnêtement, je pense que bien que ça soit, on va dire, du contre-tendance, même si je pense qu'on est dans une phase de renversement, même si c'est pas encore précis, on est quand même, voilà, on a quand même un prix sous résistance et que tant que c'est pas dépassé, techniquement, on peut le vendre. Pourquoi je suis baissier sur du moyen terme sur le cours de pétrole, moyen long terme? Ben parce que cette guerre commerciale pèse sur les matières premières. L'or, c'est un indicateur avancé des matières premières. Si l'or baisse, on a généralement les matières premières qui vont baisser quelques mois après. Or, l'or est en baisse. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est en baisse. En général, l'or a 6 mois d'avance sur le cours des matières premières. Donc, si l'or est en baisse, on peut s'attendre lors des prochains mois à une baisse du pétrole, et ce qui est le cas. Donc voilà. Moi, le pétrole, j'ai une opinion baissière. Pourquoi le pétrole actuellement ne baisse pas? C'est simplement parce qu'il y a des incertitudes sur l'Iran. Le marché ne sait pas combien de pétrole en moins seront enlevés du marché à cause de ce retour des sanctions commerciales américaines contre l'Iran. Les estimations, c'est entre 300 000 barils par jour en moins et 1 million, ce qui fait une fourchette quand même assez importante. Donc entre 300 000 et 1 million, il y a des incertitudes. Le marché ne sait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de tendance sur le marché. Si on savait que c'était 1 million de barils en moins par jour, eh bien, on aurait un pétrole qui serait, je pense, encore un petit peu haussier. Par contre, si c'est 300 000, ça ne serait pas suffisant pour compenser, la baisse de l'offre qui devrait être générée par, qui devrait être provoquée plutôt par ces tensions commerciales, parce que qui dit tension commerciale dit baisse de la demande de matières premières, dont et même du pétrole, hein, c'est pas que les métaux qui connaissent une baisse de la demande. Mais donc voilà, qui dit guerre commerciale dit réduction de la demande. Et si on a une baisse de l'offre moins importante que prévu de la part de l'Iran, donc si c'est finalement 300 000 barils en moins et non pas 1 million, eh bien on pourrait s'attendre à une baisse des cours de pétrole. Voilà. Et donc pour les marchés actions, on voit qu'on a, c'est assez mitigé, hein. L'Eurostoxx qui, vous voyez, enfin en tout cas les marchés actions couvrent avec un gap baissier, mais vous voyez que l'Eurostoxx rebondit alors que le DAX, ce n'est pas le cas. Le DAX est en baisse. Le DAX est le plus exposé à la politique monétaire, à la politique commerciale américaine. Parce que vous savez que Trump et son administration visent les voitures européennes, et qu'est-ce qui produit les voitures en Europe? C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui exporte les voitures. Donc voilà. Forcément, le DAX, c'est le plus impacté par les tensions commerciales et par la politique commerciale de Trump. Donc voilà, DAX sous pression, marché actions européen sous pression, on a le MSCI Emerging Market qui est sous pression, on regarde à nouveau, EM, vous voyez, clôture en baisse aujourd'hui. Le CRB Index, comment il a clôturé alors? CRB Index est clôturé dans le rouge, donc matière première dans le rouge, marché émergent dans le rouge. Donc on va avoir des marchés européens qui seront très probablement dans le rouge. Donc objectif court terme pour les marchés actions européens, 12 000 pour le DAX,
12 000 pour le DAX. Le CAC, qui est un peu moins exposé, mais quand même, retour à 5 322 à court terme. Et pour l'Eurostoxx, on vient chercher le pivot hebdomadaire. Donc, à peu près 3 329, vous voyez, à peu près une dizaine de points de baisse. Si on se met en horaire, voilà, on a ce support ici qu'on peut venir chercher. À noter le S1 mensuel, pivot hebdomadaire S1 mensuel sur le DAX, vous voyez, c'est 12 000 et quelques, 12 040 à peu près. C'est le support du DAX. Si on a un breakout des 12 400, on ira chercher les 12 000. Ce qui va être le cas, hein, probablement, parce que il faut savoir que septembre, c'est le pire mois pour les marchés actions, généralement. On a ce contexte de tension commerciale, on a probablement une hausse de l'euro qui va venir. On a le budget italien qui sera publié le 27 septembre. Donc d'ici là, on a quand même pas mal d'incertitudes. Donc pour moi, le ratio risque-rendement se tourne davantage à la baisse sur les marchés européens. Et d'ailleurs, tant qu'on n'a pas on le voit hein, techniquement, les coefficients de corrélation, à court terme, c'est les marchés émergents qui influencent le plus les marchés européens. Et donc, tant que les émergents sont en baisse, eh bien, il y a peu de raisons de payer les indices européens. Voilà. Bien qu'ils soient sur des supports de moyen long terme assez conséquents. 12 000 sur le DAX, 5 000 sur le CAC 40. Bon, c'est pas encore atteint, mais ça pourrait l'être. Voilà, on est quand même sur la fourchette basse sur les 52 dernières semaines, mais ça pourrait très bien être enfoncé ce niveau de support. Voilà. Tant qu'on a les marchés émergents sous pression, voilà, on a des marchés européens qui le sont également. Et donc je reviens sur les marchés émergents rapidement. EEM, on va faire une analyse technique rapidement dessus. EEM, RSI, on va voir s'il n'y a pas une petite divergence. Ah, divergence. Regardez ici. On a une divergence. Donc on a un momentum qui commence à progresser. Néanmoins, c'est pas une divergence n'est pas suffisante pour rentrer à l'achat. Parce qu'une divergence peut se creuser. C'est pas un niveau. Il n'y a pas de timing parfait pour exploiter une divergence. Et les faux signaux existent sur la divergence. Donc voilà. Une divergence, ça apparaît généralement en fin de tendance. Ou en tout cas avant une correction. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il y aura un renversement de la tendance. C'est pas forcément le signe qu'on va avoir un bull market. Mais on peut avoir une phase de respiration. Voilà, donc en tout cas, tant que finalement ce MSCI Emerging Market est sous cette moyenne mobile à 200 séances et sous ce nuage Ishimoku, bien techniquement, la tendance, elle est baissière. Hein. Tendance, elle est baissière sur les émergents. Et regardez cette oblique. Elle est vraiment parfaite. Hein. Cette oblique baissière. Honnêtement, c'est très très propre d'un point de vue technique. Hein. Voilà, tout retour à cette oblique, c'est un signal baissier. Et même tout retour au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui est, vous voyez, la moyenne en bleu, hein, qui est finalement la médiane hein, des bandes de Bollinger. Comme ça, les bandes de Bollinger, c'est deux écarts types sur une moyenne mobile à 20 jours. Donc au-dessus, sur la phase supérieure de la bande de Bollinger, on est dans une phase de prix assez intéressante techniquement pour passer à la vente. Voilà. Et donc les indices européens, pareil. Hein. Les indices européens, on se met en horaire, en journalier. Bon, la baisse est beaucoup moins importante que sur les émergents, mais la tendance est globalement similaire. Hein. Et tout retour au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui est en bleu, pareil, eh bien, est une opportunité pour passer à la vente. Voilà, donc baissier sur les marchés européens en intraday. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a matière première en baisse, qu'on clôturait enfin le CRB qui est en rouge, le MSCI Emerging Market qui est dans le rouge. On a le spread Italie-Allemagne, bon, qui s'améliore légèrement ce matin. Regardez, Italie-Allemagne en baisse de 6 points de base. Vous voyez ce spread qui a bien reculé depuis le début du mois. Néanmoins, on le sait que la corrélation est plus importante entre le stock, les marchés européens et le MSCI Emerging Market que les marchés européens et ce fameux spread. Donc oui, le spread est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est vraiment la direction des marchés émergents. Donc voilà.
baissier sur les indices européens. On est au retour de la moyenne mobile à 20 jours. Également la moyenne mobile à 200 qui est en noir, vous voyez ici, en noir, donc qui coïncident ensemble. Et on va dire qu'en fin de semaine dernière, vendredi et jeudi, on était proche de ces deux moyennes mobiles. Donc voilà, je m'attends, oui, à une baisse. Et en 4 heures, regardez, la divergence. La divergence. Donc voilà, signaux baissiers, concrètement, baissier sur les marchés européens pour du court terme. Cette semaine, voilà, ça va dépendre beaucoup des titres hein, concernant la guerre commerciale, mais techniquement, on a des signaux baissiers. Donc là, c'est le pivot hebdomadaire en intraday, mais on ira très probablement chercher les S1 mensuels, que ce soit sur le CAC, le DAX ou l'Eurostoxx. Voilà, donc stratégie vendeuse, CAC 40, prix actuel, S1, stop au-dessus du plus haut, 25 pour 50. Ratio escorement de 2 pile poil au niveau du prix actuel. 50 pour 25. Ratio escorement de 2. Pour ce qui est du DAX, vous voyez que le DAX est beaucoup plus sous pression, il est beaucoup plus oui, sous pression. 70 pips de risque. Le S1 mensuel, on y est déjà, mais on va très probablement chercher beaucoup plus bas puisqu'il est beaucoup plus influencé par la politique commerciale de Trump. Et donc, on peut aller chercher le S1 hebdomadaire. 112. 60, bon, même ici, hein, finalement, 70-112, ratio risque-rendement inférieur à 2, ce qui est pas intéressant. Eurostoxx, S1 mensuel 25, stop 14, ratio risque-rendement inférieur à 2, c'est pas intéressant non plus. D'ailleurs, vous savez que le CAC, c'est l'indice qui surperforme tous les autres indices européens à court terme, depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs le seul qui est positif avec les marchés US, hein, il me semble. Ce qui est très intéressant finalement, parce que regardez, SPX, S&P, year to date, comparé avec DAX, alors DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40. Ah, on a le Nikkei qui est positif quand même. On va mettre le Nasdaq, bon le Nasdaq ouais, c'est 15%. Mais vous voyez donc Nikkei, CAC, FTSE, DAX. Voilà. Donc le CAC 40 qui est quand même en hausse hein, depuis le début de l'année, 1%. Si on regarde le MIB, hein, tous les autres indices européens, ils sont dans le rouge. Regardez, je vais le mettre rapidement. MIB forcément avec la situation en Italie. Hein. Voilà, c'est assez tendu. L'IBEX. Et enfin, on peut mettre l'Eurostoxx 50 et même le Stock 600. Eurostoxx 50. Stock 600, même le Stock 600 est en baisse, moins 2%. Donc voilà, on a le CAC qui est le meilleur indice de la zone euro et même de l'Europe à court terme. À court terme, enfin court, moyen, long terme depuis le début de l'année, finalement. Donc voilà. Pourquoi? Bon, et bien déjà parce que on regarde les exportations françaises. Il suffit de regarder les exportations françaises que je vais vous faire voir tout de suite. Exportation française vers les États-Unis. Qu'est-ce qu'exporte la France vers les États-Unis? Exportation. Déjà, il faut savoir que la balance commerciale, elle est neutre entre les deux pays. Elle est, pardon, neutre. Je veux dire, elle n'est pas, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas d'excédent. C'est vraiment équilibré. Entre 1995 et 2016. Donc regardez cette balance commerciale qui va arriver dans quelques instants. Et ensuite, je ferai une analyse technique court terme sur le pétrole, parce qu'on me demande une analyse horaire. Bon, ça prend un peu de temps. Peut-être réduire finalement. Oula, bon, le site a priori a un petit problème. On va aller donc sur un autre site. Ah voilà, c'est bon. Regardez, cette balance commerciale, donc en vert, en bleu, pardon, les exportations françaises vers les États-Unis, en rouge, les importations françaises des États-Unis. Donc globalement, on a une balance commerciale qui, vous voyez, d'année en année varie entre déficit et excédent. On n'a pas vraiment, c'est pas comme l'Allemagne qui a un excédent énorme avec les États-Unis. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'exporte la France vers les États-Unis?
exportation française vers les États-Unis en 2016. Ça charge encore. Alors ceci, il est un petit peu long, hein, je vais vous l'envoyer parce qu'il peut être utile hein, pour vos recherches si ça vous intéresse. Mais voilà, faut savoir qu'il n'est pas très réactif, hein. Ah non, donc c'est pas ça que je souhaite. Alors là, c'est lines. Voilà, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a des machines, transport, produits chimiques, denrées alimentaires. Donc finalement, les machines, c'est ce qui est globalement visé par Trump, hein. Enfin, machines, surtout les voitures européennes. Regardez les voitures. On n'a pas d'exportation de voitures. Il faut savoir que en France, donc il y a deux groupes, hein, PSA et Renault. PSA n'est pas présent aux États-Unis. Donc déjà, c'est voilà, PSA n'exporte pas de voitures aux États-Unis et déjà n'est pas présent aux États-Unis. Renault, il me semble, l'est avec Nissan, mais finalement, ces voitures ne sont pas produites en France, mais sont directement produites aux États-Unis. Et donc, si vous regardez les exportations françaises vers les États-Unis, c'est assez limité. Turbines à gaz, avions, hélicoptères et ou engins spatiaux, c'est pas du tout visé par Trump. Pièces d'aéronefs, médicaments, vous voyez, on n'a pas vraiment de, comment dire, d'exportation, enfin, de marchandises visées par Trump qui sont exportées par la France vers les États-Unis. Alors que si vous regardez l'Allemagne, c'est totalement différent. L'Allemagne, bon, l'Allemagne de toute façon exporte ses voitures dans tous les pays, hein. Finalement, la balance commerciale allemande, c'est presque que grâce aux voitures. Il y a des voitures 20%, 20% sans les pièces de véhicules, etc. Donc avec les pièces, c'est 25% des exportations allemandes vont vers les États-Unis. Donc imaginez que demain, il y a des tarifs douaniers sur les voitures européennes. Le premier pays, la première économie qui sera impactée par ces, euh, par ces mesures, ce sera l'Allemagne. 25% d'exportation de voitures et de pièces détachées exportées vers les États-Unis. Voilà, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on a le DAX qui sous-performe. Et attendez, je vais juste regarder le Royaume-Uni parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Est-ce que le Royaume-Uni exporte des voitures vers les États-Unis? Je ne sais absolument pas. Donc on regarde tout de suite. Voiture, ah quand même, hein. 17 plus si on regarde les pièces détachées, c'est à peu près du 3%. Donc finalement on a 20%. Pareil, hein, le Royaume-Uni qui est peut-être un petit peu moins exposé que exporte un peu moins que l'Allemagne vers les États-Unis en termes de voitures et de pièces détachées, mais quand même 20%. Donc c'est pour ça également qu'on a le footy qui sous-performe. C'est en tout cas l'une des raisons. L'une des raisons. Voilà, donc très intéressant voilà, de constater cela. Et attendez, on va regarder une autre chose, ça va être dans les lignes. Line. Donc on va regarder en fait les importations de voitures dans le monde, enfin, importations américaines de voitures parmi tous ces partenaires. Donc importation produit, voilà, importation par produit, et on va regarder États-Unis avec les voitures. Voilà, donc ça va charger. En attendant, je vais faire votre analyse horaire sur le pétrole. Alors, analyse horaire sur le pétrole. Donc, rebond avec le stochastique qui se croise. On a un retour sur le pivot mensuel. Vous voyez, on a eu ce rebond vendredi. Alors, en horaire, pas grand chose, hein. Vous voyez qu'on a on a une résistance vers les 69. En fait, c'est 70 $. Donc, tout retour à 70 $. Et encore une fois, une opportunité pour passer à la vente. À surveiller le stochastique pour optimiser son prix d'entrée, pour optimiser son timing d'entrée. Et voilà, l'objectif à court terme, c'est retour au pivot mensuel. Donc, au niveau actuel, c'est, je pense pas un niveau de prix intéressant pour passer, comment dire, à la vente. Alors,
Bon, je pense pas que le niveau actuel c'est un niveau de prix intéressant pour passer à la vente, mais voilà, si on a un retour à 70, encore une fois, ça me semble être assez intéressant. Maintenant, voilà, est-ce qu'il faut payer les cours de pétrole pour viser les résistances à 70 sur le brut et 80 sur le Brent? C'est compliqué à dire puisque le CRB index est même baissier. Donc tant que le CRB index est baissier, la tendance sur les matières premières l'est également. Donc voilà, pas de stratégie acheteuse à court terme sur le pétrole. Par contre, si on a un retour à 80 dollars pour les cours de pétrole, 80 le Brent et 70 le brut, stratégie vendeuse. Alors regardez ici, ça c'est les importations par origine, par pays, des voitures aux États-Unis. Et donc, principal exportateur vers les États-Unis, c'est le Canada. Donc les États-Unis qui importent l'équivalent de 46 milliards de dollars de voitures canadiennes en 2016, suivi par le Japon, 40, Allemagne, Mexique. Allemagne, Mexique, vous voyez, Allemagne, hein, quand même assez important. Ensuite, on a la Corée du Sud, Royaume-Uni. Je rappelle que la Corée du Sud, ça pourrait être, après le Japon, le prochain pays visé par Trump. Parce que la balance commerciale Corée du Sud, États-Unis est extrêmement déficitaire hein, pour les États-Unis. Donc, il y a 5 pays, hein, 5 pays qui génèrent cette balance cette balance commerciale extrêmement déficitaire. C'est 1, la Chine, 2, l'UE, plus que l'Allemagne, c'est l'UE. 3, il me semble, c'est le Japon. Non, Canada. 3, Japon. 4, Mexique. Et enfin, alors là, j'en ai dit 5, pardon. Et 6, ça va être la Corée du Sud. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais faire un résumé du point de marché parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, vous voyez, dollar qui baisse finalement ce matin. On a ces titres hein, de tension commerciale qui n'ont pas eu d'impact extrêmement positif. Enfin, oui, pas autant qu'avant sur le dollar. Donc, ma perspective, vous savez, pour la semaine, pour du moyen terme, c'est haussier, comme la semaine dernière finalement. Hein. Haussier euro, haussier GBP, haussier yen, haussier CAD face au dollar US, l'AUD, le NZD qui sont également des devises intéressantes à shorter face aux devises que je viens de citer. Les matières premières sont sous pression et si je suis haussier sur l'euro, par contre, je suis également haussier sur le gold parce que voilà, qui dit hausse de l'euro dit baisse du dollar et qui dit baisse du dollar dit hausse du gold. Donc voilà. Les marchés émergents à surveiller, bien évidemment, parce que si on a des niveaux plus bas sur les marchés émergents, eh bien on aura l'euro et les marchés européens et les matières premières qui continueront à être sous pression et qui même se renverseront. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mon opinion. Et pour les marchés européens, bien tant que ce MSCI Emerging Market est en baisse, perspective baissière sur les indices européens. Donc CAC, DAX, Eurostoxx, voilà, je suis baissier, je premier objectif, pivot mensuel et ensuite le S1 mensuel. Ça, c'est objectif pour la semaine. Voilà donc pour ma revue des marchés. Alors, merci pour vos analyses, Valentin. Vous n'avez pas peur de donner votre avis. C'est la preuve que vous ne nous prenez pas pour pour des bips qui vont prendre vos paroles pour argent comptant. Ne change rien. Mais écoutez, merci Raymond. Merci Raymond pour ce commentaire. C'est vrai que voilà, j'essaye de donner mon analyse parce que finalement, analyse de marché, analyse. Hein, donc voilà, je donne mon analyse. Une analyse, c'est forcément une conviction. Enfin, on a forcément une conclusion à la fin d'une analyse, haussier, baissier ou alors neutre. Ça peut arriver d'être neutre, mais bon, en tout cas, il faut savoir faire une analyse. C'est pas simplement émettre des faits, parce que voilà, je pense que tout le monde peut voir que le cours est au-dessus d'une moyenne mobile ou que le cours a clôture au-dessus de la bande de Bollinger. Donc ça, voilà, c'est pas très pertinent de le dire. Moi, j'essaie de vous fournir une analyse. Quand j'ai pas de conviction, je vous dis que j'ai pas de conviction. Dès que j'en ai une, eh bien, je vous la dis. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce message, Raymond. Ça me fait plaisir d'entendre que ça vous plaît, ce point de marché. Et écoutez, eh bien, je vous remercie pour votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité également. Je vous dis à tout à l'heure pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Alors, je pense que finalement, en fait, c'est Yoav Nizar qui va faire ce point de marché. Ce n'est pas moi. Je vérifie. Crypto-monnaie, Yoav Nizar, voilà. Vous retrouverez Yoav Nizar pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Donc vous me retrouverez personnellement demain matin, comme tous les matins hein, finalement, pour les points de marché, quotidiens. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais lancer un sondage. Je vous rappelle que j'avais fait une étude au printemps dernier sur
votre feedback finalement sur mon webinaire, cette fois-ci, sera plutôt sur Daily ce que vous attendez en plus du site, enfin du contenu d'une manière générale. Qu'est-ce que vous pourriez apprécier? Donc, je vais lancer ce sondage dans la semaine pendant une petite période et voilà, j'attendrai vous un petit peu de votre temps pour répondre à ce petit sondage qui va être extrêmement rapide, qui va permettre ensuite pour moi de vous fournir un contenu peut-être qui répond plus à vos attentes finalement. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre attention. Je vous dis à demain pour le prochain point marché et soyez prudents sur les marchés. Je vous rappelle que c'est à 11 h le focus du jour avec l'IPC de la zone euro.